On va essayer de plier ça, puis acheter un autre bateau, puis faire de nouvelles aventures. C'est ça qu'on va essayer de faire. Tes larmes sont pour moi des armes sans. Fait qu'après 2 mois à chercher des bateaux sur Internet en Floride, on a fini par trouver quelque chose d'intéressant. C'était un bateau qui avait été laissé par les propriétaires dans une marina en dehors de l'eau. À cause de la crise du COVID, en fait, ils avaient décidé de mettre une pause à leur voyage. Ouais, fait que... C'est bon! C'est bon, parfait. Ok, t'as peu. Ouais, ouais. Ce bateau-là, c'était un Corbin 39 MK2 1982. Il y a plusieurs choses qui font que ce bateau-là, on estime qu'il est fiable. Et entre autres, par exemple, la quille, elle est moulée avec la coque. Donc il n'y a pas de boulon de quille. C'est tout en une pièce. La coque, c'est un sandwich de foam RX et fibre de verre. Jusqu'à à peu près, jusqu'à 2 pieds de la ligne du centre. Fait à peu près ici, tout le long, il y a un foam à l'intérieur entre les 2 couches de fibre de verre. Ça fait en sorte que c'est isolé. Fait que tu n'auras pas de condensation nécessairement sur les murs à l'intérieur. Puis ce qui est bien, du fait que ce soit un foam, c'est qu'il ne peut pas pourrir. Donc même s'il y a de l'infiltration d'eau, il ne peut pas se désagréger. Les Corbins sont connus pour être surconstruits, si je peux dire ça. C'est un bateau qui a un gréement de côte. Donc c'est pas un vrai côte, mais il y a 2 voiles d'avant. Je trouve le gréement, il a l'air vraiment... je suis pas ingénieur non plus, mais je trouve qu'il a l'air vraiment solide. Vraiment plus que le Galway Bay, en tout cas. Tu sais, avec les 2 bas au banc, puis je trouve ça cool qu'il y ait 2 barres de flèche, et donc qu'il y ait un au banc de plus de chaque côté. Même si le bateau avait plein de belles qualités, il y avait quand même des trucs à régler sur le bateau. Ici, ça s'appelle un skeg en anglais, et probablement en français une crapaudine, je pense, mais je suis pas certain. Et ça en fait, ça a pour but de protéger un peu le safran. Comme ça, si on prend des coups, si on touche le fond, quelque chose, on a moins de chances que le safran crochisse ou qu'il casse ou quelque chose de même. Il va falloir qu'on vérifie, mais je trouve qu'il m'a l'air un peu flexible. Parfait. Cette partie-là du bateau était structurellement abîmée, en fait. Donc déjà, on savait qu'il allait falloir s'embarquer dans une certaine réparation structurelle de ça si on achetait le bateau. Après, on avait remarqué qu'il y avait 2 bulles d'osmose. Puis finalement, il allait falloir faire un sablage complet de la coque parce que l'antifouling était tellement vieux, là, on voyait des couches de différents antifoulings qui avaient juste été mis l'un par-dessus l'autre avec des parties de peinture qui s'écaillaient, tout ça. Fait que déjà en achetant le bateau, on savait qu'on allait s'embarquer dans un chantier. Voilà, on est à bord de notre bateau. Notre nouvelle acquisition. Aujourd'hui, on a fait notre dernier paiement et là, il est officiellement à nous. C'est rendu notre nouvelle maison. Puis honnêtement, en ce moment, ça a vraiment pas l'air d'une maison. Ça a plus l'air d'un chantier complètement. Donc on a acheté le bateau et juste après, on l'a mis directement au chantier. Le bateau à terre. Éloi, en ce moment, il est en train de préparer tout le setup en dessous du bateau. Il va installer la table. Il va avoir une table de travail pour faire le fibre de verre. Après ça, il y a un petit bac aussi pour ranger ses outils, pour pas toujours avoir les montées en bas puis en haut du bateau. Après ça, il faut brancher l'électricité. On va pouvoir le mettre en vie, en fait.
Fait que ça, c'est un pilot house avec un flush deck, puis une poupe norvégienne, ou canoe stern en anglais. Puis c'est comme les curons. Ok, en bon québécois. C'est ça. Puis ça n'a pas été très long qu'on s'est mis à travailler. Moi, mon travail à moi, c'était de poncer la coque en entier. Bras comme ça, là, la journée longue. Là. Pendant ce temps-là, Éloi, lui, il se dédiait à retirer le safran, poncer le skeg jusqu'aux fibres de verre pour voir s'il y avait des cracks et inspecter le truc, en fait. C'est dur de déterminer la vraie cause, en fait, parce qu'il y a plusieurs trucs qui se passent. Il y a comme une espèce de zone blanchâtre ici, qui est pas très prononcée de ce côté-là, mais qui est un peu plus prononcée de l'autre côté. Le blanc, tout ce qui est blanc dans le fibre de verre, c'est signe de lamination en général. Puis, il y a comme cette affaire-là ici, qu'on dirait que c'est un espèce de trou qui a été patché avec un genre de filler assez mou. Que, quand je dis mou, c'est juste qu'il est facile à assembler, là, mais il est dur. Puis, j'ai fait des trous pour voir s'il y aurait de l'humidité. Puis ça n'a pas l'air d'être le cas non plus. J'en ai fait un complètement en bas. J'en ai fait un au milieu pour voir si peut-être qu'il y aurait de l'eau qui serait sortie. T'sais. Peut-être qu'il y a de l'eau dedans. Parce que le but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est arrivé. Fait que, fait que là, tu sais, je suis comme perplexe. Là. C'était assez fou comme truc, ça, parce que, en fait, plus qu'on creusait, plus qu'on s'apercevait que le bateau, il avait peut-être frappé quelque chose à reculons, quelque chose comme ça. Parce que d'abord, le skeg montrait des dommages assez importants, à un point où est-ce que quand on se mettait à l'intérieur de la coque puis qu'on bougeait le skeg, on pouvait voir que le flex se répandait dans la coque aussi. Donc ça, d'abord, c'est inquiétant. Mais aussi, de mon côté, en ponçant toute la coque, je m'étais aperçue qu'il y avait aussi une craque derrière la quille. Et là, ben, cette partie-là, c'était un peu stressant, j'avoue. Mais je pense que le pire feeling dans tout ça, c'était de pas pouvoir savoir jusqu'à où se répandaient les dommages. Fallait creuser, mais pas trop. On n'avait aucune expérience en lamination de fibres de verre à ce moment-là. On n'avait aucune expérience en mélange de résine quelconque, tu sais. En plus, on s'était aperçu que le safran était rempli d'eau, puis que ça aussi, ça allait nécessiter de l'attention. Fait que bref, c'était la merde. À ce moment-là, Éloi s'est mis à étudier, on va dire, la lamination de fibres de verre sur YouTube, puis sur Internet. Et ben ça l'a aidé énormément. J'ai l'impression d'entendre la morve de Gel. Ça ressemblait-tu à ça quand tu regardais les vidéos sur YouTube? Non. Ok, mais on enlève. On a eu aussi l'énorme chance de se faire aider par Romain Barrier, qui travaille professionnellement sur des voiliers et qui fait de la lamination de fibres de carbone et de fibres de verre. Puis c'est grâce à ces très bonnes idées qu'on a réussi à faire une réparation qu'on est vraiment satisfait. Donc, première étape, Éloi il a enlevé toute la peinture, toute l'Interprotec pour qu'on puisse avoir accès uniquement aux fibres de verre sur le skeg. Ensuite, il a fait quelques injections de résine époxy dans le skeg pour essayer de remplir les cracks qu'il y avait à l'intérieur. Ensuite, on s'est mis à faire une lamination de fibres de verre de chaque côté du skeg. Si je me rappelle bien, on a fait 8 couches de chaque côté. Et c'était des couches qui s'étiraient vraiment là, jusqu'à assez loin sur la coque pour donner le plus de surface d'adhésion possible à la réparation. Et bon, ça a été tout qu'un apprentissage. Ça s'est bien fait au final. On était contents du résultat. Seule chose, c'est qu'une fois que tout ça était installé, quand on bougeait le skeg en bas,
encore une fois, quand on se mettait à l'intérieur de la coque pour voir, on s'apercevait qu'il y avait encore une espèce de flex qui se faisait au niveau des deux coques. Puis ça nous paraissait pas normal. Donc là, c'est à partir de ce moment-là que on s'est dit qu'il allait falloir faire une réparation interne du skeg. Puis c'est là que Romain nous a donné une magnifique idée. Qui faisait un peu peur au départ, mais qu'une fois qu'on s'y met, on voit que c'est possible. C'est lourd là en plus. Ouais, c'est quand même lourd. Ça pèse peut-être quoi? Une dizaine de livres peut-être? Ça, c'est la planche que j'ai fait en fibre qui va servir à renforcer le point de flex entre la coque et le skeg. Et en fait, toute cette partie-là, la partie en dessous de mon bras, elle va rentrer à l'intérieur du skeg et elle va être coulée dans l'époxy. On avait réussi à trouver une sableuse à bande qui était toute petite, puis qui nous permettait de tranquillement creuser une genre de tranchée presque parfaitement droite à l'intérieur du skeg, à partir de l'intérieur de la coque. Puis le but de tout ça, c'était de pouvoir insérer un laminé de fibre de verre d'une épaisseur d'environ 1 pouce, de façon à ce qu'on puisse créer des varanques et faire une structure qui rendrait hyper rigide cette partie-là de la coque et cette partie-là très faible du skeg. Désolée si mon explication est pas très bonne, mais je suis pas aussi cartésienne qu'Éloi. On vient de finir une journée d'époxy. J'ai de l'époxy partout dans les cheveux. C'est vraiment un gros défi là, que faire cette réparation-là. Ouais, en dedans, c'est... Ouf! Ouais. Hey! Méchante réparation de marde, moi vous dire. Cette réparation-là, c'était ridicule. La quantité de patrons de fibres de verre qu'il a fallu qu'on fasse. C'était un cauchemar. Je me rappelle, là, j'étais découragée. Ça nous a pris tellement de temps. Mais ça valait la peine au final. C'était ça qu'il fallait faire. Mais, oh Seigneur! Je pense qu'on avait 70 patrons de fibres de verre au total pour faire cette structure-là. Juste à cause de tous les angles compliqués qu'il y avait, t'sais. Mais au final, c'était surtout laborieux pour Éloi parce que c'était lui qui était à l'intérieur de la chambre des moteurs à laminer toutes les patchs de fibres de verre que moi je lui amenais. Moi je lui mettais tout sur le pont. Puis je lui amenais les patrons déjà imbibés de résine époxy à l'intérieur de la chambre des moteurs. Puis lui, il fallait qu'il installe ça comme il faut, puis qu'il débulle. Puis même s'il portait un masque, il fallait quand même qu'il respire toutes les émanations de tout ça. C'était... Oh Seigneur, c'était vraiment pas la meilleure partie du chantier, on va dire. Mais au final, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que tous ces efforts-là ont payé. Et une fois que tout était fait, le skeg était imbougeable. Vraiment, là, probablement plus solide qu'il n'a jamais été. Et c'était une belle victoire. Nous, là, on était arrivés au chantier, puis on pensait qu'on allait rester 3 semaines. Oh Seigneur, qu'on était naïfs. Ça nous a pris 3 mois de terminer tous les travaux sur le bateau. Dans le fond, c'est ce qu'on s'est aperçu, c'est que plus que tu creuses dans un bateau, plus que tu trouves des problèmes, et plus que tu trouves des choses à réparer. T'sais, en plus, on avait accès à toute la partie sous l'eau du bateau. Tant qu'à avoir accès à ça, t'en profites pour changer le cotelasse de riz, réétanchiser et inspecter les passe-coques, faire une maintenance sur l'hélice, refaire d'autres couches d'Interprotec. Puis au final, on se retrouvait tout le temps avec une liste qui finissait plus, de choses, d'idées, de trucs préventifs qu'on pouvait faire tant qu'à avoir accès à cette partie-là de la coque. Mais ça nous rajoutait beaucoup de temps sur l'horaire, tu sais. En plus qu'aussi, on faisait des trucs à l'intérieur. Fallait tester le moteur. Fallait s'habituer à tous les systèmes à bord à l'intérieur. Petit chantier, c'est un gros bateau. C'est un bateau complexe avec beaucoup de systèmes. Donc, il y avait plein de choses à apprendre aussi juste à l'intérieur du bateau.
En plus, il y avait toujours le safran qui démontrait des signes de faiblesse. Puis ça s'est avéré qu'on a été vraiment chanceux, puis qu'il y a la compagnie SK Usinage, qui est une compagnie québécoise, qui nous a appuyés, puis qui nous a envoyé un safran entièrement en stainless gratuit. Donc là, tu vois, au moment de mettre le voilier à l'eau, non seulement on connaissait la coque de notre voilier par cœur, mais on savait qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait s'imaginer là, qu'on pouvait faire sous la ligne d'eau. Tout était fait. Ça a l'air que j'ai du 5002 dans... D'en face. Bon ben, c'est ce qui se passe. Ben là, je sais pas. Ben le bateau, il est prêt à aller à l'eau, en fait. Je me rappelle qu'on se sentait prêt. On avait tellement travaillé fort sur la partie inférieure du bateau que on connaissait la coque par cœur. Une fois le bateau à l'eau, on s'est mis à quai pour 1 mois de plus. Et l'idée à partir de ce moment-là, c'était bon, le bateau, oui, était prêt, mais il fallait encore inspecter les voiles, installer les voiles, inspecter le gréement pour être sûr que tout était beau. Et préparer aussi le voilier pour qu'il soit prêt à vivre en autonomie au mouillage. Donc ça aussi, c'est beaucoup de préparatifs. Il fallait tester les batteries, voir si on avait suffisamment de panneaux solaires pour faire du montage, faire des vidéos, etc. Et on a bien fait de faire ça parce qu'on s'est aperçu qu'on avait un patara qui était craqué, qui devait être complètement remplacé. Et aussi, on en a profité pour faire un approvisionnement de fou, là, de denrées sèches pour remplir le bateau de bouffe puis être prêt pour les Bahamas. Au final, 1 mois s'est passé sans qu'on s'en aperçoive. Et on a fini par partir. On allait mouiller un peu plus loin pour attendre notre fenêtre météo pour traverser vers les Bahamas. Et ça, c'était quand même spécial parce que la première navigation qu'on allait faire avec notre nouveau bateau, ça allait être une traversée du Gulf Stream vers les Bahamas. Et donc, la première fois qu'on allait l'essayer, ça allait être en mer. Et en plus, on allait avoir un équipier à bord avec nous. Tom, qu'on avait rencontré au chantier d'Indian Town, qui voulait vivre l'expérience de traverser le Gulf Stream avant de le faire lui-même avec sa famille. Donc, disons qu'on y allait pour le tout pour le tout. Il est tôt le matin, c'est l'heure de partir. On a passé la nuit ici à West Palm. On est à côté de la sortie pour aller en mer. Eloi, en ce moment, il est dans la chambre des moteurs en train de tighter la strap du moteur parce qu'elle est un peu lousse. Puis, c'est ça, on part faire notre première navigation en mer. C'est excitant, stressant. Comment tu files pour le départ? Je file bien. On a une belle météo, je pense. Ce passage en mer, là, a été pour nous une révélation. On avait acheté Petit Chantier avec tout l'argent qu'on avait économisé pendant 2 ans à travailler, puis à avoir fait une pause des vidéos YouTube. On avait passé 4 mois à travailler dessus et encore mettre des investissements sur ce bateau-là. On avait tout fait ce travail-là sans savoir si on allait aimer comment se comporte Petit Chantier en mer. Puis je me rappelle, on avait toutes les voiles sorties, puis on avait des vagues de travers, on naviguait au bon plan. Jamais de ma vie, j'avais eu autant de papillons en naviguant. Petit Chantier avançait comme un train.
C'était absolument extraordinaire de sentir un voilier qui pèse puis qui fend les vagues. Un voilier qu'on sentait, heureux dans ces conditions de mer-là. On se sentait sécure, puis on était vraiment impressionnés de la performance du voilier. Est-ce que t'es con? Tu vas te mouiller un peu? Non. Et en fait, là, on fait juste s'amuser. Puis on est sorti du mouillage juste à voile. Mais le but, ça va être de réancrer juste à voile encore. Let's go! Yeah! Excellent job! Après, l'idée, c'était de profiter du territoire paradisiaque des Bahamas, de visiter des îles qu'on n'avait jamais découvertes, d'aller pêcher, d'aller plonger. Mais aussi, l'idée, c'était de profiter des lieux pour roder Petit Chantier, pour se pratiquer à le naviguer, voir s'il n'y aurait pas des choses qui briseraient en chemin ou s'il n'y avait pas certaines faiblesses importantes à savoir. Et vu que les Bahamas, c'est un pays qu'on connaissait bien, c'était un endroit où est-ce qu'on se sentait vraiment confortable de tester notre bateau. T'sais. Puis le verdict, au final, c'était que vraiment chaque navigation était plus parfaite que les autres. Puis évidemment, Eloi, il y a eu quelques petits trucs à régler comme ajustement de gréement, changer nos bastacles, puis si je me rappelle bien, quelques trucs de moteur, mais rien d'excessif. Puis à un moment donné, il est vite arrivé le temps où est-ce qu'il fallait trouver un plan pour protéger notre voilier de la saison des ouragans. On était arrivé tard aux Bahamas et ça faisait que 3 mois plus tard, la saison des ouragans commençait déjà. On avait quelques idées en tête comme la République dominicaine ou le Guatemala qui sont 2 endroits où est-ce qu'on retrouve des trous à ouragans vraiment intéressants, des très bonnes protections pour les voiliers. Et ce moment-là était un petit peu difficile pour nous parce que on était en retard sur la saison des ouragans. Puis on n'avait pas beaucoup d'opportunités de fenêtres météo qui nous favorisaient une navigation vers ces trous à ouragans-là. Donc la stagnance à ce moment-là était un petit peu pesante. Mais c'est des choses qui arrivent. Puis la vie en voilier peut pas toujours être rose. C'est un peu comme ça à ce moment-là. On a fini, à force de faire des sauts de puce vers le sud, à arriver à trouver une fenêtre météo qui allait pouvoir potentiellement nous amener vers le Guatemala. Là, capitaine, on s'en va au Guatemala. Selon mes sources, c'est ça c'est la direction vers laquelle on décide de se diriger. C'est quand même excitant, c'est un long passage. Un peu plus de. C'est plus de 1100 milles nautiques.
ça se peut qu'on fasse le trajet en 1 semaine, ou ça se peut qu'on le fasse en 10 jours ou en 2 semaines, si vraiment il n'y a pas de vent. En fait, nous, on n'a jamais fait une navigation aussi longue. Je suis quand même confiant, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas... je suis clairement pas un grand marin. Honnêtement, moi, je vois ça comme un assez gros défi, en fait. J'ai surtout touché aux aspects techniques des bateaux. Mettons, comment réparer les choses, ça, c'est probablement le domaine dans lequel je suis plus confiant. Mais la navigation, je suis pas mauvais, mais je suis pas excellent. J'ai beaucoup à apprendre. On n'avait jamais vécu l'expérience de s'amariner, de passer 24 heures sur 24 en mer, de vivre à bord en mouvement comme ça tout le temps. Ça allait vraiment être une initiation pour nous, puis on était contents de relever ce défi-là, parce que c'était la raison pour laquelle on avait acheté le Corbin au final. Mais on était confiants qu'on était capable de faire ça. Puis après, ben, petit chantier, on savait que pour lui, ça allait probablement être un jeu d'enfant. Ces 10 jours de mer-là ont été 10 jours de pur bonheur. Parce que même si ça n'a pas toujours été très confortable, il y a vraiment eu des moments où est-ce qu'on s'est fait brasser. Il y avait toujours de quoi être fier de nous. Puis, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment précieux dans la vulnérabilité qu'on peut ressentir en mer. Tout ce qu'on fait, c'est avancer avec le vent, plus lentement que la majorité des transports qui existent sur Terre. On flotte au-dessus d'une profondeur de milliers de mètres. Puis on surveille qu'est-ce qui se passe. Puis qu'est-ce qui pourrait être potentiellement nuisible à notre progrès. On regarde les nuages, on devient sensible à n'importe quelle nouvelle petite brise de vent. Les voiles doivent être ajustées, parfois réduites en prévention avant que la nuit tombe. Puis d'un coup, on dirait que il n'y a rien de plus important que le bateau sur lequel on se trouve. Personne ne peut nous appeler. On ne doit plus rien à personne. Pour moi, c'est ça qui me rend addict à la voile. C'est l'absence de nécessité autre que ce qui se passe à bord à cet instant précis, isolé de toute autre distraction. Puis une fois la Terre en vue, là c'est une toute autre magie qui embarque. Mais là, l'entrée du fleuve, c'est tellement beau. Ça n'a aucun sens, là. C'est des énormes falaises avec la jungle partout autour. Quand on est arrivé au Guatemala, ça a été comme une bouffée d'air frais. Depuis notre départ, il y avait de cela 5 ans, on n'avait jamais visité un autre pays que les États-Unis puis les Bahamas. Puis là, d'un coup, on arrive en Amérique centrale où est-ce que les choses se passent complètement différemment. Les gens parlent l'espagnol, c'est fini les plages paradisiaques, maintenant c'est la jungle, les cascades, les volcans. Au Guatemala, on a fait des rencontres inoubliables. Vraiment, on a été initiés à vraiment
plein de belles traditions, comme par exemple le cochon pour Noël. Puis les anniversaires explosifs à 5 h du matin. Moi, je suis tombée en amour avec le Guatemala. Un bon jour, Éloi était en train de refaire l'étanchéité des vis sur le côté de la coque. Puis en ayant le point de vue à partir du dinghy, en ayant la tête au niveau du pont, il a pu s'apercevoir que il y avait une sorte d'affaissement autour du mât du voilier sur le pont. Puis je me rappelle que quand on regardait dans la cale, la base de l'épontille qui sert à supporter le mât, on voyait que cette base-là avait une craque. Donc, assez rapidement, la conclusion a été que notre mât était probablement en train de, on va dire, tranquillement s'enfoncer. C'est donc un mois plus tard que on a démâté le voilier et que on s'est tout de suite mis au travail. Éloi avait le projet de retirer toutes les câlines puis les polir une après l'autre pour toutes les inspecter, parce que tant qu'à être dématé, pourquoi pas. Et moi, de mon côté, mon travail était de faire l'étanchéité de certaines écoutilles et le plancher du cockpit. Relax un peu, let's go. À travers tout ça, Éloi, des fois, il dédiait du temps à creuser la base de l'épontille, qui était en fait faite de foam. C'est ce qu'on s'est aperçu, qu'on trouvait vraiment étrange, que la base était faite en foam. Puis verdict, c'était vraiment dégueulasse. C'était craqué de partout, c'était moisi. Franchement, là, une chance que Éloi s'est aperçu de ça, parce que c'était vraiment pas beau. Mais c'était pas beau à un point. Ça, on l'a pas dit dans les vidéos non plus. Mais c'était pas beau au point qu'il y avait des têtards qui vivaient dans les craques en dessous de l'épontille qui supportent notre mât. Vraiment pas beau, là. Franchement, bravo à Éloi, parce que c'était vraiment du travail ardu. De creuser dans le fond de la cale, là. Moi, je le voyais, là, il y avait le corps à moitié à l'envers dans le fond de la cale. Déjà, ça pue la merde là-dedans. Puis il fallait qu'il force, fallait qu'il donne des coups de marteau avec un genre de couteau à bois pour couper tout le foam jusqu'au fond de la quille. C'était vraiment un travail là, de moine. Je me trouvais vraiment chanceuse de ne pas être à sa place à ce moment-là. Là, je sais pas trop comment amener la prochaine partie de l'histoire, parce que je sais que c'est quelque chose qui va faire beaucoup de peine à beaucoup de personnes. Autant que ça a fait de la peine à Éloi puis moi. Mais c'est à partir de ce moment-là que notre couple s'est brisé. C'est pas facile de vivre sur un voilier à deux. Même si souvent j'ai senti qu'on était invincibles après tant d'années à vivre ensemble, à partager un projet ensemble. Il y a toujours eu des petites faiblesses flottantes, à l'arrière-plan, qui étaient déniées puis qui faisaient juste nous suivre derrière. T'sais. On pense qu'on communique des fois, mais moi je me suis aperçue que j'avais un problème, j'avais de la misère à communiquer, à dire avec ténacité ce que j'avais envie. Quand on est un couple à bord d'un voilier, l'amour prend une autre forme. Non seulement on est des amoureux, on devient aussi l'équipage d'un voilier. On est vulnérable, puis nos états d'âme, ils dépendent plus de nous-mêmes, parce que il existe maintenant cette petite bête-là qui nous rend parfois tellement heureux, mais qui d'autres fois nous fait pourrir la vie avec ses problèmes de moteur, puis ses 1000 trucs à réparer, tu sais. Bref, c'est comme si l'attention d'un coup est virée vers autre chose que l'amour qui était à la base d'un rêve puis d'un projet. Il faut
faire attention parce que je me suis aperçue que sur un voilier, on peut devenir vraiment isolé. On vit dans une bulle dans laquelle des fois peut résider juste une vérité, tu sais. Puis on peut en venir à manquer de point de vue extérieur. On manque de temps séparé, puis ça finit par nous manquer de se manquer. Des fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à savoir prendre nos distances entre nous, puis prendre soin de nous. C'est peut-être l'expérience qui nous manquait dans le fond. Tu sais, on est jeunes, on est quand même jeunes. Pour nous, cette séparation-là n'a vraiment pas été facile. Puis ce qui s'en vient ne sera pas facile non plus. On a pensé à ce qu'on ferait de petits chantiers, puis jusqu'à maintenant, on pense qu'on va le vendre. Ça risque d'être un gros processus, puis je sais que ça va être difficile. Puis en ce moment, c'est moi qui est à bord du voilier. Au Guatemala encore. Éloi, lui, est parti travailler. Et je vais probablement tenter de vous tenir au courant de ce qui va se passer. Le voilier est rematé. Le voilier est aussi réparé. Éloi puis moi, on s'est serré les coudes pour faire la réparation de la base des pontilles, qui est maintenant faite en béton et qui est magnifique. C'est vraiment très bien fait. Éloi a fait un excellent travail là-dessus. Et c'est ça. Le bateau est maintenant navigable, tout neuf, prêt à partir à l'aventure pour quiconque qui sera propriétaire de ce bateau-là dans les prochains mois ou je sais pas. In the sky, clouds go by, land of dreams of where and when and why. I drift in, I drift out, dead. Merci aussi à vous tous qui ont suivi ces aventures-là depuis le début. Ça a tellement été une belle expérience de partager nos aventures, puis de pouvoir lire vos commentaires, puis pouvoir voir cette chaîne-là grandir. Je vous remercie pour tout le temps que vous avez accordé à nos vidéos, puis tous les commentaires tellement généreux. Je les ai toujours tous lus et je me trouve extrêmement chanceuse d'avoir été appuyée par une aussi grande communauté. Puis finalement, je veux envoyer 1000 merci à tous nos Patreons. Il y en a qui sont là depuis qu'on a commencé la chaîne YouTube, puis qui sont encore là aujourd'hui. Il y en a qui sont venus pour nous encourager pour une période, puis qui sont repartis. Puis il y en a qui nous ont découvert plus tard, puis qui sont encore là avec nous aujourd'hui. Merci pour vos dons. Merci pour votre générosité, parce que sans votre aide, on n'aurait jamais réussi d'abord à rendre Petit Chantier sécuritaire pour la mer. On n'aurait jamais réussi à faire tous ces chantiers-là que je vous ai racontés aujourd'hui. On serait probablement pas au Guatemala en ce moment. Il y a plein de choses qui se sont passées à travers les dernières années qui n'auraient jamais été possibles sans l'aide financière de plein de personnes qui étaient là en tout temps pour encourager notre projet de tout cœur. Et je me trouve très chanceux d'avoir été supportée par des gens aussi généreux que vous. Merci. Merci d'avoir été avec nous pendant tout ce temps-là. Puis, je suis encore vraiment désolée si j'ai pas réussi à vous donner des nouvelles avant. Parce que c'était juste trop difficile de rendre ça public. J'espère que vous serez capable de comprendre ce qui nous est arrivé. Et j'espère que vous avez aimé nous suivre. Et je suis certaine qu'il y a des très belles choses qui nous attendent de part et d'autre. Tout ce qu'on a vécu à bord, tout ce qu'on a appris à bord, ça va nous servir dans le futur. Et une dernière fois, je vous remercie de tout cœur de nous avoir appuyés puis de nous avoir suivis pendant aussi longtemps. Je vous embrasse.